2010-2019, une décennie de football est sur le point de s'achever. Dans un premier temps, les années 2010, elles auront été révolutionnaires, des nouvelles idées apparaissaient chaque année et elles changeaient la manière de jouer au football. Dans un deuxième temps, c'est vrai que le football aura peut-être un peu marqué le pas et sera peut-être devenu moins attractif. N'empêche que durant ces années 2010, on aura eu de très belles équipes sous nos yeux et je vous propose de nous rappeler des meilleures d'entre elles. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'autant le sujet de la vidéo n'est pas si original que ça, autant il y a moyen qu'on passe un bon moment en se rappelant aux bons souvenirs des années 2010. J'ai sélectionné 10 équipes de ces années-là et puis juste préciser que j'ai sélectionné que des clubs parce que c'est avec eux qu'on vit le jour, on voit les projets se développer, grandir, gagner. C'est un peu moins le cas avec les sélections nationales et puis c'est quand même les clubs qui influencent le plus les sélections, généralement. La première équipe que j'ai choisi de retenir, c'est l'Inter de Mourinho. Vous savez, cette idée qui dit que parfois les artistes s'impliquent tellement dans une œuvre qu'on peut voir leur âme à travers de celle-ci. Cet Inter de Mourinho, il me fait penser à ça. Le Portugais, il est présent dans cette équipe au travers de son génie tactique, mais aussi de son sens de la mise en scène, de la communication et également sur le côté psychologique. Il avait une emprise sur ses joueurs qui est absolument folle. C'est vraiment le groupe parfait qu'il a eu sous ses ordres, un groupe d'outsiders, de joueurs expérimentés qui voulaient montrer au monde qu'ils pouvaient gagner. Et puis ils ont vraiment été jusqu'au bout du monde ensemble. Au niveau tactique, c'est une équipe plus des années 2000 que des années 2010, selon moi, parce qu'elle peut à peu près tout faire. C'est une équipe assez polymorphe, vraiment. Mais si on peut vraiment retenir quelque chose, je dirais, c'est les contextes qui ont permis à Sneijder et à Milito de briller, par exemple. Mourinho a vraiment su construire un environnement propice à l'expression de ces deux joueurs-là. Ils n'ont jamais été aussi bons que dans cette équipe-là. La deuxième équipe que j'ai choisi de retenir, c'est le Barça de Guardiola. Cette équipe qui va vraiment révolutionner le monde du football, qui va, pour la décennie 2010, fixer tous les grands principes, jouer avec le gardien, les triangles, l'idée de se poser en coin adverse et de faire circuler le ballon, l'idée d'avoir le ballon plutôt que de ne pas l'avoir, ce n'était pas forcément une idée évidente jusque-là, et puis elle va influencer tout le monde, même dans les pays les plus obscurs, les divisions les plus obscures des pays les plus obscurs, on va se mettre à jouer selon certains principes mis en avant par Guardiola. Cette idée possession vs non-possession, elle va influencer toutes les années 2010, et ça, c'est le mérite de ce Barça-là. Et puis plus que ça, au-delà des idées, il y a vraiment les sensations qu'on peut retenir de cette équipe-là. Autant l'Espagne de 2010, elle applique beaucoup des principes du Barça de Guardiola, autant elle n'est pas du tout aussi spectaculaire que l'équipe de Pep. On aura vraiment atteint un niveau d'excellence jamais atteint dans le football jusque-là, et puis ça aura vraiment été très plaisant pour les yeux à avoir joué cette équipe. Le Dortmund de Jürgen Klopp. Pas seulement parce que sur la scène nationale, il a un peu remis en question l'hégémonie du Bayern, pas seulement parce qu'il a atteint la finale de la Ligue des Champions, non, plus par son apport dans le jeu. L'idée de gegenpressing, on la lui doit. Dans un premier temps, Guardiola remet au goût du jour l'idée de pressing. Dans un deuxième temps, Jürgen Klopp et son équipe la développent, l'amènent à un stade supérieur, je dirais, l'amènent à un stade encore plus significatif. Ce sera impossible après le Dortmund de Jürgen Klopp de voir les grandes équipes ne pas exercer cette idée de contre-pressing. Ce qu'on peut retenir de cette équipe aussi, au-delà de l'intensité folle, au-delà de la capacité à produire du plaisir chez les spectateurs, c'est vraiment le cadre collectif dans lequel exerçaient les joueurs. Parce qu'un Mario Götze ou un Nuri Sahin qui était fantastique sous les ordres de Jürgen Klopp, ils n'ont pas retrouvé le niveau qui a pu être le leur à cette période dans les clubs dans lesquels ils ont milité après. Donc vraiment c'était un tout très bien huilé, très bien ficelé qui fonctionnait vraiment comme une machine. 3. Comme le nombre de titres que cette équipe va gagner durant l'année 2013, je parle du Bayern de Jupp Heynckes. Je ne sais pas trop quoi dire à propos de cette équipe honnêtement, juste qu'elle était trop forte. Sa suprématie, tant en Europe que sur la scène nationale lors de cette saison, elle souffre d'aucune discussion. C'est l'équipe de Robben et de Ribéry, vraiment des joueurs qui ont performé cette année-là à un niveau absolument indécent. Et voilà, inarrêtable cette équipe-là. L'Atlético de Simeone. 2014, année absolument incroyable où l'Atlético chipe le titre au Real au Barça, chose qu'on ne verra pas de sitôt et chose qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, mais s'il y a vraiment une chose qu'on peut retenir de cette équipe selon moi, c'est qu'elle a trouvé l'antidote aux équipes qui pratiquaient le jeu de possession. Autant Chelsea quand il élimine le Barça en 2012 et l'Inter quand il le fait en 2010 ont une grande composante de chance qui va les aider vraiment à arriver à leur fin. L'Atlético, lui, il maîtrise son sujet de bout en bout cette année-là et il va doter les petites équipes, les équipes un peu plus modestes, d'un remède. Le bloc bas, et pas n'importe quel bloc bas, il fallait bien l'exercer, mais une idée générale qui permet de poser des problèmes à tout le monde. Grâce à cette équipe-là, pour moi, on rentre définitivement dans le nouveau paradigme de ces années 2010,
possession, non-possession, mais surtout bloc bas qui pose des problèmes à tout le monde face à une équipe qui essaie de faire vivre le ballon en coin adverse, mais qui a des énormes difficultés à le faire. Et pour moi, 2015, une autre équipe inarrêtable, une autre équipe qui fait le triplé comme le Bayern de 2013, le Barça de la MSN, le Barça de Luis Enrique. En transition offensive, il était inarrêtable et c'est ce qui lui permet de renverser beaucoup d'équipes sur son passage. Et puis, face à des blocs bas, cette équipe savait exactement comment procéder. Elle avait beaucoup trop de talent parce qu'en plus de la MSN qui était à un niveau au-dessus de tout le monde, Iniesta encore des restes fantastiques, plus que ça, même il était à un niveau fantastique. Et puis Xavi, lui, il avait des restes fantastiques. Cette équipe-là, à l'époque, on pensait qu'elle était nécessaire, dans le sens où la mutation opérée, elle était nécessaire. Passer du Barça des milieux de terrain au Barça des attaquants, ça semblait être une façon de s'adapter au foot de l'époque. Et puis plus tard, on s'est rendu compte que c'était pas si simple que ça, que comme l'a dit Elton Mokolo, que je salue, ça a peut-être été le virus introduit dans l'ADN du Barça, ça a produit des bénéfices à court terme, mais à long terme, ça a peut-être produit plus de mal que de bien. N'empêche que cette année 2015, elle est fantastique pour le Barça, une année vraiment parfaite. Quand on parle du Barça, évidemment qu'on va parler du Real ensuite, ce sont des vases communicants. Le Real de Zidane, 3 Ligues des Champions. Ça suffit à lui-même, non? Ça a été un Real absolument insubmersible qui ne perdait pas, ou quand il perdait juste pas assez pour être éliminé. Un Real capable de tout faire, qui a su s'adapter au fil des saisons, introduire chaque fois des petites modifications par-ci par-là dans son entourage. Le Real de 2016, c'est le Real de Gareth Bale, le Real de 2017, c'est le Real d'Isco, et puis le Real 2018, c'est peut-être le Real le plus indéfini, mais c'est le Real qui sait faire recours à Asensio et à Lucas Vázquez quand il faut, sait retrouver Isco quand il faut, et sait retrouver Gareth Bale au meilleur moment. Alors c'est vrai que cette équipe, elle ne jouait pas si bien que ça, à part en 2017, mais durant 3 mois seulement. On n'aura peut-être jamais autant peu parlé de football pour expliquer le succès d'une équipe. On a parlé de psychologie, on a parlé d'aura, on a parlé de dimension un peu mystique presque pour expliquer que ce Real Madrid ne perdrait jamais. Ce qu'on risque de retenir de cette équipe-là, c'est plus ce côté mystique, un peu légendaire comme ça. Autant on ne savait pas comment le Real Madrid gagnait, autant l'explication réside peut-être dans le fait que personne ne savait comment la battre. Nouvelle équipe dans ce palmarès, le River Plate de Marcelo Gallardo. Laissez-moi juste vous lire le palmarès de cette équipe, c'est absolument indécent. Vainqueur de la Copa Sudamericana en 2014, donc l'équivalent de l'Europa League en Amérique du Sud, vainqueur de la Libertadores en 2015 et 2018, finaliste en 2019, vainqueur de la Supercoupe d'Amérique du Sud en 2015, 2016, 2019, vainqueur de la Coupe d'Argentine en 2016, 2017 et tout récemment 2019, vainqueur de la Supercoupe Argentine en 2018. Un autre titre, un peu non officieux comme ça, mais non moins important, c'est le fait d'avoir éliminé Boca 5 fois de suite en compétition. Il y a même des supporters de River qui s'amusent à dire que la rivalité elle est morte, que Boca est un ex-club maintenant parce que River est devenu son papa. Tout ça dans un contexte vraiment pas favorable, dans le sens où 1. La durée de vie des managers en Amérique du Sud est très très courte. 2. Ce River Plate jouait très très bien dans un pays où, laissez-moi vous dire que le fait de jouer bien, ça passe souvent au deuxième plan par rapport au fait de gagner parce que les rivalités sont beaucoup trop importantes. Et puis 3, dans un pays où chaque année, les meilleurs joueurs s'en vont dès qu'ils ont montré un niveau un petit peu au-dessus de la moyenne. Marcelo Gallardo, il n'a eu que faire de ces 3 conditions défavorables. C'est le manager le plus grand de l'histoire de River Plate et son équipe est l'une des plus grandes des années 2010 à coup sûr. 9e équipe que j'ai choisi de retenir, le Manchester City de Pep Guardiola. Comme on dit en Angleterre, Guardiola a tué la Première Ligue, il a tué le football anglais en général. C'est fou ce qui s'est passé ces dernières saisons en Première Ligue, c'est vraiment fou. Le rythme qui a été maintenu par ce City, c'est vraiment dur de trouver les mots pour exprimer à quel point la nécessité d'être parfait au jour le jour a été requise pour être aussi bon. Ce qui est très très intéressant avec cette équipe de Guardiola, c'est qu'il a autant influencé la Première Ligue qu'il s'est laissé influencer par elle. Les équipes en Angleterre cherchent à jouer comme lui ou au moins à appliquer certains principes qui lui sont chers. Et puis lui aussi, il s'est imprégné de certains principes inhérents à la Première Ligue. Ce City-là, c'est l'équipe de Guardiola la moins guardiolesque, dans le sens où elle pratique le jeu direct parfois s'il faut. C'est une équipe qui est très très forte en transition s'il le faut et c'est l'équipe qui, pour moi, a le moins de contrôle. Le Guardiola du Bayern, c'est un chimiste qui expérimente des choses toutes plus folles les unes que les autres, mais qui est toujours très attentif au dosage de ses solutions. Le Guardiola de City, c'est un chimiste qui a accepté l'idée que son laboratoire pouvait exploser d'une semaine à l'autre. Et puis enfin, le Liverpool de Jürgen Klopp. À propos de cette équipe, je suis sûr de 2 choses. La première, elle va finir avec un palmarès magnifique. La seconde, c'est l'équipe qui va influencer le plus le début des années 2020. La grande difficulté pour les équipes ces dernières années, ça a été d'attaquer face à des blocs bas, attaquer lorsque les espaces n'existent plus et attaquer en ayant la nécessité absolue d'incorporer des joueurs entre les lignes, malgré que ces profils soient rares, pour pouvoir avancer.
Ces problèmes-là, le Liverpool de Jürgen Klopp, il les règle parce qu'il arrive à jouer dans toutes les configurations possibles. Il sait tout faire. Et ce, sans avoir besoin de changer son 11 de départ, à la différence d'un Real de Zidane, par exemple. On ne sait jamais comment jouer face à Liverpool parce que cette équipe s'est absolument attaquée dans toutes les configurations possibles. Et l'idée qui sous-tend tout son jeu, c'est l'idée d'intensité. À force d'imprimer autant d'intensité dans son jeu, cette équipe-là règle pas mal de problèmes avant même que ces problèmes ne surgissent. Et puis, s'il y a une autre chose que j'ai envie de retenir à propos de ces Reds, c'est la succession de petits éléments qui, au final, permettent d'expliquer leur succès. Le fait d'avoir laissé du temps à Jürgen Klopp pour construire son projet, le fait d'avoir misé autant sur le big data et le département statistique pour recruter des joueurs, c'est un succès à chaque fois. Le fait aussi que dans un football toujours plus marchand, où on parle toujours plus de millions, on a l'impression que tout ce qui entoure Liverpool, c'est de l'amour. Il y a juste tout qui va bien dans ce club. On a l'impression que voilà, cette communion, c'est vraiment leur moteur, la communion entre l'équipe et les fans, entre Jürgen Klopp et la ville est de gauche, il est de gauche, il est anti-Brexit, il est anti-Brexit. Vraiment quelque chose de très humain qui se passe dans ce club. Et puis enfin, une composante propre à toute bonne success story, le fait d'avoir perdu, d'avoir réussi à se relever et puis de gagner ensuite. C'est tout pour cette sélection. Il y a quelques équipes qui n'ont pas passé le cut au final. Je pense au Leicester de Ranieri, à l'Espérance Tunis qui a beaucoup gagné ces dernières années mais que j'ai pas eu la chance de voir jouer. Également une équipe de Conte que j'aurais pu inclure parce qu'il a été très influent comme entraîneur durant cette décennie, mais il n'y avait pas vraiment une équipe qui sortait du lot pour moi. On peut penser au Naples de Sarri aussi, dans les équipes pertinentes. Dites-moi quel scandale j'ai commis en commentaire parce que c'est sûr que j'ai oublié une grande équipe, c'est toujours comme ça dans ces sélections. Voilà, là on arrive à la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo et puis aussi saluer tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Merci à Willow vraiment pour la mention parce que ça fait une grosse différence vraiment. On est de plus en plus et ça c'est grâce à toi quand même. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos. La prochaine vidéo ce sera dans une semaine, dimanche prochain à 10 h. On parlera du thème suivant, à quoi ressemblera le football dans les années 2020. Allez, à toutes, ciao!